pour ce webinaire sur le management de l'innovation. Et puis, écoutez, je vous propose de démarrer. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. On gardera du temps pour échanger en fin de présentation. Nous allons procéder à l'enregistrement de ce webinaire pendant mon intervention et je vous propose donc d'embarquer sur cette intervention qui va être centrée sur le management de l'innovation, donc comment renforcer vos démarches d'innovation, les rendre pérennes, en améliorer les résultats. Et je pense que le fil conducteur ou un des fils conducteurs de mon intervention ce soir, ça va être vraiment un message clé qui est que pour gagner dans les démarches d'innovation, eh bien c'est une entreprise entière qui est mobilisée sur l'innovation. C'est un décloisonnement de l'innovation. C'est quelque part la faire sortir du strict périmètre du bureau d'études où elle est trop souvent un peu cloisonnée. Et puis, eh bien, je pense que mes propos vont s'adresser aussi bien aux entreprises plus matures qu'aux plus jeunes, et quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Si vous me le permettez, en quelques instants, je vous présente le service, la structure à laquelle j'appartiens. Donc tout d'abord, nous sommes à la CCI Bourgogne-Franche-Comté, un service qui, comme vous le voyez, avec les petits logos qui apparaissent en haut de l'écran, un service qui bénéficie d'un label de la Commission européenne pour aider les entreprises dans leur démarche d'innovation et pour qu'elles atteignent le marché européen, donc changer un petit peu de dimension. Concrètement, nous sommes une petite dizaine de collaborateurs avec chacun des expertises très complémentaires, toutes en lien avec l'innovation. Alors, j'entends un petit écho. Je ne sais pas s'il y avait un micro. J'espère que ça s'est rétabli et que la qualité de réception est bonne pour vous. Donc, je disais, nos expertises sur des sujets qui sont tous en lien avec l'innovation, comme les états de l'art, l'analyse des marchés, les états des normes et réglementations en lien avec vos projets, la recherche de partenaires pour le développement de vos affaires et aussi l'identification de programmes européens de financement de la R&D. Et au-delà de ces informations que nous pouvons dispenser pour répondre à vos questions, nous avons évolué vers des prestations de conseil sur des sujets stratégiques qui vont jusqu'à aujourd'hui au management de l'innovation. Alors, notre intervention de ce soir, mieux manager l'innovation, je vous la propose en 3 temps. Un rappel et un partage de définition entre nous ce soir. Qu'est-ce qu'on appelle l'innovation? Et j'essaierai de contrebalancer la tendance un peu trop, j'allais dire franco-française, qui est de réduire l'innovation à ce qui est nouvelle technologie. L'innovation, ça touche plein d'autres fonctions dans l'entreprise. Pour arriver au management de l'innovation et notamment, je m'arrêterai sur les bénéfices d'un management de l'innovation structuré. Pour terminer sur, enfin, ce qui est le cœur du sujet, sur qu'est-ce qu'on appelle un système de management de l'innovation. Et là, je vous présenterai des référentiels qui sont connus, qui sont au contraire peu connus, excusez-moi, dans le monde de l'entreprise, mais qui sont sérieux, qui apportent de la matière intéressante, et c'est ce que je souhaite vous faire découvrir. Si mon minutage est bon, donc on a prévu un webinaire d'1 heure. J'espère avoir encore un peu de temps. De toute façon, je resterai à votre disposition pour répondre à vos questions.
Donc, pour commencer, classico-classique, des définitions. Non, je ne vais pas m'arrêter beaucoup sur les définitions, mais je voudrais revenir un petit peu sur un point d'étymologie, juste pour une remarque. C'est le préfixe qui m'intéresse. Le préfixe, "in", "in", comme vous le souhaitez le prononcer, mais de intérieur et tout ça pour, juste pour appuyer sur un point, c'est que l'innovation, elle est toujours relative à une entreprise, relative à un secteur d'activité, relative à un espace géographique donné. Et si j'insiste là, c'est parce que je sais que vous êtes un certain nombre de PME participantes ce soir à ce webinaire et que l'innovation, si on la prend comme relative à une entreprise, eh bien, elle est très présente dans les PME, même si on n'est pas dans des innovations de rupture, même si on n'est pas dans des nouveautés absolues. Bon. Donc, elle vous concerne bien en petites et moyennes entreprises. Alors, on pourrait épiloguer sur les questions de savoir si l'innovation, elle est plutôt volontaire ou plutôt subie. J'allais dire que peu importe en fait, c'est pas ça la bonne question. L'innovation, elle est simplement nécessaire dès que le contexte change, dès que quelque chose change dans votre environnement, depuis le marché jusqu'à la réglementation, etc. Donc, l'innovation, on n'a pas de questions à se poser. Il nous faut y aller dès que ça bouge autour de nous. Mais l'innovation, comme tout changement, elle rencontre toujours des freins, des oppositions, des détracteurs, des récalcitrants. Donc, dans vos parcours d'innovation, et là, je commence d'attirer un petit peu votre attention, dans la mesure où l'innovation, c'est quelque part un peu d'inconnu, ça peut faire peur. Et ça peut faire peur à certains collaborateurs dans vos équipes, ça peut ne pas être très bien compris de certains partenaires en externe. Donc, quand on lance une innovation, première précaution, faites attention à mettre en avant les bénéfices et à accompagner, à mettre en avant les bénéfices pour contrecarrer des peurs éventuelles, hein. Mais on est dans une logique qu'il nous faudra, dans un mouvement, dans un changement, qu'il nous faudra accompagner. Alors, on peut se demander si l'innovation est au quotidien de toutes les entreprises. Pour répondre à cette question, j'ai ressorti quelques éléments de la dernière grande étude de l'INSEE faite sur ce sujet au niveau national. Elle date d'il y a quelques années, mais je pense que les grandes tendances, on les avait. Et j'en ai retenu quelques-unes pour attirer votre attention sur, déjà, tout d'abord, à l'époque de la Startup Nation, l'innovation reste en France quand même beaucoup plus ancrée dans les entreprises de plus grande taille. Ensuite, l'innovation, ben, je pense qu'elle fait partie d'un dynamisme général dans l'entreprise et surtout d'une bonne connexion au marché. Et c'est comme ça que je traduis ce deuxième extrait de l'étude de l'INSEE, qui est de dire que les entreprises exportatrices innovent plus que les autres, indépendamment des tailles et des secteurs d'activité. Troisième grand constat, l'innovation en France reste très centrée autour des technologies, des produits, des procédés. On verra plus tard qu'il y a d'autres formes d'innovation intéressantes. Dernier point, l'innovation devient de plus en plus liée au développement durable. Et là, je pense que depuis l'étude, le chiffre a dû grossir parce qu'effectivement, on innove, pour consommer moins d'énergie, pour, utiliser des matériaux qui ont un plus faible impact environnemental, par exemple. Après ce rapide paysage des grandes caractéristiques de l'innovation dans les entreprises en France, je vous propose de m'arrêter sur les différentes formes d'innovation. On vient de voir que l'innovation restait quand même très centrée sur les technologies. Pourtant, permettez-moi de faire référence à un maître à penser de l'économie moderne, mais maître à penser qui, bon, en gros, on va se dire qu'il y a plus d'un siècle, hein. Il y a plus d'un siècle, Schumpeter
nous disait déjà que l'innovation, elle pouvait s'installer dans 5 univers, différents. Alors aujourd'hui, le langage a un petit peu changé. Des produits, moi, je préfère utiliser le terme offre parce que on est beaucoup plus souvent dans une offre qui est un mix de produits et de services. Au niveau des procédés, bien sûr, on va parler de technologie, de process. Sur les matières premières, ben, on a toujours beaucoup d'innovations pour, justement, notamment, gagner en compétitivité, mais avoir un plus faible impact, environnemental. Le mot commercial aujourd'hui, moi je dis qu'on innove beaucoup en termes de business model. On va chercher des nouveaux modèles d'affaires. On n'est plus dans la stricte vente d'un équipement, mais on évolue beaucoup, sur les facturations selon les usages et encore beaucoup de formes d'innovation autour des nouveaux modèles d'affaires. Et sur le terme organisation, moi je préférerais aujourd'hui le remplacer par management, parce qu'à l'époque, Schumpeter se posait beaucoup de questions sur l'innovation dans la place de l'État par rapport à l'économie, libérale. Aujourd'hui, on va plutôt être sur des modèles d'organisation collaboratifs, on va penser une organisation nouvelle dans l'écosystème de l'entreprise. On va intégrer nos démarches RSE dans l'innovation qui nous amène à innover. Donc, ben, juste un petit changement de vocabulaire, mais Schumpeter nous invitait déjà à ne pas voir qu'une innovation technico-technique. Et aujourd'hui, moi, je veux dire que l'innovation, elle est très souvent combinatoire parce qu'on va évoluer un petit peu sur notre offre, mais aussi sur le business model, peut-être en ayant introduit une nouvelle matière première. Donc, on va jouer un petit peu sur ces différentes formes d'innovation et ce que l'on va proposer de nouveau à nos clients, et ce sera une combinaison de différentes petites innovations sur ces formes-là. Alors, on observe aussi différents degrés dans l'innovation. Et c'est là aussi où j'allais dire, il n'y a pas de complexe à avoir quand on est en PME. On va souvent se situer dans ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, c'est-à-dire des améliorations. Vous allez passer à la nouvelle version avec des améliorations dans une offre qui est déjà existante. Ça, vous le faites très régulièrement. Après, j'allais dire, on va aller jusqu'à l'innovation de rupture, qu'on appelle aussi innovation radicale, avec des gros changements, là plutôt dans les technologies, mais aussi dans les business models, hein, pas que dans la technologie. Quand on est sur les innovations de rupture très techno, il est clair que là, on est plus dans les grandes entreprises, dans les grands groupes que dans les PME, quoique pas systématiquement, hein, puisqu'on a aussi nos startups qui peuvent introduire des innovations très, très fortes. Alors, avec le slide que vous avez là sous les yeux, vous voyez que là, on a tous les types et les niveaux, d'innovation et quand on les regarde tous, je vous interpelle, quand d'entrée de jeu, je vous disais que l'innovation, ça concerne tout le monde dans l'entreprise et que mieux manager l'innovation, c'est amener un peu tous les collaborateurs, dans cette logique-là. Eh bien, je crois que là, ça vous rappelle aussi, en regardant ce slide, que l'innovation, ça intéresse toutes les fonctions dans l'entreprise. Quand je parle d'innovation, j'aime bien aussi, la rapporter à l'invention et surtout, expliciter la différence entre ces 2 termes qui ne sont pas du tout synonymes. Je vous laisse la découvrir, une définition. L'innovation, c'est transformer des idées, des concepts en des nouveaux produits ou services qui vont se vendre. À l'opposé, toute innovation, même si elle a demandé de gros efforts, de gros investissements financiers, humains et même si elle nous paraît géniale, tant qu'elle ne génère pas de valeur pour l'entreprise qui la met sur le marché, elle reste au stade de l'invention et c'est bien cette création de valeur qui fait la différence entre une invention et une invention. Alors cette création de valeur, elle est
essentiellement, ou il est essentiel qu'elle soit financière pour l'entreprise, mais dans certains cas, elle n'est pas que financière et ça peut être un choix aussi que cette valeur ne soit pas que financière. On peut chercher à créer d'autres formes de valeurs, par exemple faire évoluer l'image de l'entreprise, d'autres valeurs qui seront pour des travaux qui auront amené de l'acquisition de connaissances de l'entreprise, même si on ne gagne pas dans le lancement sur le marché. Ça peut être aussi d'autres formes de valeurs, à condition que vous l'ayez choisi au départ et qu'il y ait bien cette création de valeur. Alors, une innovation, elle répond à trois notions. C'est différenciant, ça apporte quelque chose de nouveau, c'est cette notion d'originalité. C'est utile dans le sens où ça va créer de la valeur pour l'entreprise. C'est utile, pardon, par rapport au marché, ça va répondre à un besoin et c'est aussi utile, mais surtout viable, et pour créer dans le sens où ça va créer de la valeur, apporter du résultat à l'entreprise. Indépendamment de ces bonnes performances techniques, le lancement commercial d'une innovation n'est pas gagné d'avance. Et je vais vous présenter là une courbe de vie d'un produit qui fait ressortir le point critique dans la commercialisation d'une innovation. Ce qui est critique, c'est passer de quelques clients à suffisamment de clients. Et ce gouffre, je vais vous le commenter, ce gouffre de Moore, parce que vous voyez là les différentes familles de clients qui ont un comportement différent face à l'innovation. Et bon, bien évidemment, ça parle encore un peu plus quand on est en B2C, quand on s'adresse à des consommateurs finaux, mais je pense qu'en B2B, on a un petit peu aussi les mêmes catégories de comportements de nos clients professionnels. Donc on a ceux qui sont fans de nouveautés, et vraiment les technophiles, ils vont acheter à partir du moment où c'est nouveau, ça va les attirer, même si ça ne répond pas à un besoin particulier chez eux. Donc ceux-là, ils sont très rares, mais ils existent. C'est nos premières ventes. Ensuite, les early adopters. Les early adopters, la différence avec les technophiles, c'est qu'ils sont attirés par la nouveauté, très naturellement, mais ils cherchent quand même, quand ils passent à l'achat, hein, ils cherchent à répondre à un besoin. Ça les interpelle, votre nouvelle offre va répondre à un besoin. Et c'est sur la base de ces early adopters que les pragmatiques vont passer ou pas à l'achat. Parce qu'ils vont s'appuyer, les pragmatiques vont attendre que les early adopters aient fait des retours d'expérience et montré leur intérêt pour l'innovation. Les early adopters, soit ils vont démultiplier le message, ils vont devenir ambassadeurs, soit d'eux-mêmes, soit parce que vous allez les inciter, mais c'est eux qui vont nous faire passer ce cap. Et là, il y a un facteur qui n'apparaît pas sur le graphe que vous avez sous les yeux, c'est le facteur temps. Il n'est pas pris en compte, mais moi j'attire votre attention. J'attire votre attention, je vous dis, dans le lancement d'une innovation, OK, il y a des secteurs d'activité, il y a des innovations qui nécessitent plus de temps pour aller atteindre le marché. Mais soyez réaliste, soyez objectif sur les temps de lancement nécessaires dans votre secteur d'activité. Si ça met trop de temps pour décoller, bah, c'est peut-être pas simplement parce que vos commerciaux, n'ont pas fait les efforts que vous pensiez utiles de faire, hein. On met souvent beaucoup de choses sur le dos des commerciaux où on se dit: «Bah, on n'a pas poussé assez commercialement». C'est peut-être pas que ça. Vous êtes peut-être dans ce gouffre et si vous êtes dans ce gouffre, c'est pas que, les techniques de lancement commercial qui sont pas bonnes, c'est peut-être bien que vous ne répondez pas, votre offre ne répond pas à une réelle attente, à un réel besoin du marché. Donc il va peut-être falloir repenser les choses plus fortement sur votre offre d'innovation. Pour mieux réussir
dans les expériences d'innovation, on est allé il y a eu plein d'études de faites au niveau, français, mais aussi beaucoup au niveau étranger sur qu'est-ce qui fait qu'une entreprise qui a une stratégie d'innovation gagne par cette stratégie d'innovation? Qu'est-ce qui fait qu'elle est performante dans son management de l'innovation? Et le constat de toutes ces études est le suivant. Détenir des compétences, donc avoir un bon laboratoire de recherche, un bon bureau d'études, avoir des collaborateurs compétents, avoir du matériel adapté, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut y ajouter pour que ça fonctionne bien? Pour que ça fonctionne bien, ce qui est préconisé et ce qui a été observé dans toutes les études faites sur l'innovation en entreprise, c'est qu'il nous faut un chef d'orchestre. Alors, que vous l'appeliez pilote innovation, animateur, responsable innovation, faites comme vous voulez, mais en tout cas, il faut quelqu'un qui soit connu, reconnu dans l'entreprise comme étant là pour coordonner toutes ces démarches d'innovation. Des personnes dédiées, des outils adaptés, ça c'est une évidence et aussi, bah, le fait de se fixer des objectifs et de voir si on les a atteints, ces objectifs et d'entrer dans cette démarche avec, des choses planifiées, c'est un levier important pour gagner dans nos démarches d'innovation. Alors tout ça, ça fonctionne d'autant mieux si nos démarches d'innovation sont cohérentes avec la stratégie de l'entreprise et en bonne intelligence avec ce qui se passe autour de l'entreprise. Donc, le management de l'innovation, ben, on peut le définir comme des activités, des actions qui sont coordonnées dans l'entreprise, qui nous donnent un cap et qui nous permettent d'avancer de façon organisée. Alors, on est dans un management global de l'innovation. Ce n'est pas la même chose que de gérer une innovation, de suivre un projet. Suivre des projets, avoir un logiciel de gestion de projet, avoir une entreprise qui fonctionne en mode projet, ce sont de très bons prérequis pour, j'allais dire, ajouter un étage à la fusée et passer au management de l'innovation. Mais ce sont là encore dans les prérequis. C'est ce que je dirais, c'est des bonnes compétences, des bons potentiels. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, quel bénéfice attend-on du management de l'innovation? Je vous affiche un chiffre là. Déjà, j'allais dire éviter les échecs. Parce que ce chiffre, il fait mal. 3 nouveaux produits sur 4 ne génèrent pas un chiffre d'affaires suffisant la première année de leur mise sur le marché et on sera amené à stopper leur production. Alors, si vous regardez ce qu'il y a décrit là en tout petit, ma source d'information, c'est Nielsen. Donc, on est plutôt sur des produits de grande consommation. Donc, vous allez me dire, c'est peut-être pas très très grave si on a raté le lancement d'un nouveau parfum exotique sur un yaourt. Ben, si, c'est quand même bien gênant parce que, même si c'est rien qu'un nouveau parfum pour un yaourt, c'est sûr que quand on est dans du développement high-tech, ça paraît pas très risqué, mais c'est quand même des investissements qui n'ont pas été rentabilisés. Donc quand on est face à une situation pareille, l'objectif, c'est de s'améliorer. C'est de s'améliorer, ça veut dire se remettre en cause. C'est se poser plein de questions. Parce que, les uns et les autres, enfin j'espère que non, mais vous avez peut-être déjà essuyé, cette situation, hein. Vous avez peut-être été dans ceux qui n'ont pas réussi, les 3 produits qui n'ont pas réussi leur mise sur leur lancement commercial et qui ont dû être retirés. Eh bien, on a plein de questions à se poser. Des questions du type, est-ce que ce qu'on a lancé, ça correspondait bien avec l'image, de notre entreprise? Est-ce que dans le lancement, dans le parcours, on a eu un bon dialogue entre les différentes fonctions de l'entreprise sur ce projet?
savez, ce dialogue toujours un petit peu compliqué entre les fonctions techniques et les fonctions plus commerciales et marketing. Est-ce que, on a engagé les bonnes collaborations en externe? Est-ce qu'on s'est appuyé sur les bonnes compétences? Ou est-ce qu'au contraire, on a voulu faire tout seul et puis peut-être que, ça a été quelque part, pénalisant? Est-ce qu'on a lancé commercialement au meilleur moment? Est-ce qu'on a bien identifié tous les freins avant le lancement, tous les freins à la commercialisation? Est-ce qu'on a affecté les bonnes ressources et le bon timing au projet? Donc anticiper tout ça, tout ce que je viens de vous dire, bah, c'est un petit peu ça, manager l'innovation. Et manager l'innovation, bah, on peut en attendre du coup beaucoup de bénéfices. Alors indépendamment de ce que vous avez, sous les yeux, je dirais moi que structurer la démarche d'innovation, c'est se donner les chances de mieux atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, parce qu'on a mieux planifié l'utilisation de nos ressources. C'est faciliter les prises de décision à chaque étape du processus d'innovation. Nos go, no go, ils seront plus faciles parce qu'on a organisé, structuré la démarche. C'est limiter les risques parce que dans un vrai management de l'innovation, on aura introduit des points d'analyse de risque documentés au bon moment. Et c'est aussi s'assurer, parce qu'on est dans une stratégie régulière d'innovation, on n'est pas dans des lancements one shot, hein, c'est pas je lance de temps en temps quelque chose et puis je suis pas dans une dynamique pérenne. C'est s'assurer justement de la récurrence de la démarche, d'une bonne adhésion des collaborateurs à la démarche, d'une bonne compréhension de tous. Euh, c'est aussi être sûr que notre stratégie d'innovation, elle est bien cohérente avec la stratégie de l'entreprise et c'est avoir un portefeuille d'innovation où on a toujours des projets dans le pipe et on fonctionne de façon, lissée et pas par à-coups. Alors, pour mieux manager l'innovation, sur quoi s'appuyer? Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est ce que vous veniez entendre et je vais entrer dans le cœur du sujet. Des référentiels sur le management de l'innovation. Alors je vais prendre le risque de vous décevoir, mon annonce, elle va pas être d'une méthode super miraculeuse, ni super sexy. Allez, je lance un mot qui a pas bonne presse, en ce moment, mais je vais m'appuyer sur le contenu de normes. Alors ne prenez pas peur, je vous rappelle que les normes ne sont pas des réglementations. Je continue mon petit préambule sur le fait que les normes sont le résultat de groupes de travail autour de la table, on a réuni des parties prenantes du sujet qui ont fait, plusieurs versions avant d'arriver à un texte qui a été soumis à enquête publique. Donc tout un chacun peut répondre, avant que les normes soient publiées. Donc ce sont des documents consensuels. Il y a, différentes personnes qui se sont impliquées dans la rédaction de la norme, qui, je vous l'ai dit, apportent des regards complémentaires sur le sujet et sur le management de l'innovation. Eh bien, on a des documents qui résultent de ces processus de rédaction vraiment consensuels. Eh bien, autant ne pas se priver du contenu de ces documents. Je me permets un petit historique. Dès les années 2010, on a commencé d'avoir des documents, alors des fascicules de documentation. Ça n'a pas tout à fait le même statut qu'une norme, mais ça résulte quand même d'un travail de consensus dans la rédaction sur ce qu'est le management de l'innovation. Alors les FD de la série X50, etc. Donc, sur ces 4 années, qu'est-ce qu'on a fait au niveau français? Bien, on a eu un 1 document sur qu'est-ce que c'est qu'une démarche de management de l'innovation et aussi des documents, supports. On a associé au management de l'innovation, le partenariat,
la propriété intellectuelle, hein, IS, propriété intellectuelle, l'intelligence stratégique, l'innovation ouverte. Donc, on a eu là de premiers documents qui n'ont pas fait la une de la presse People, dont vous n'avez pas beaucoup entendu parler, mais qui ont servi ensuite au niveau européen. Donc, je suis toujours dans ma logique de documents consensuels. Là, on a l'apport aussi des visions des entreprises et des structures qui réfléchissent à l'innovation au niveau européen. Donc, la vision plus latine, la vision plus structurée de l'Europe du Nord, etc. On en arrive à toute une série de documents publiés entre les années 2013 et 2016 sur le management de l'innovation et toujours là aussi complétés par des documents sur le lien entre l'innovation et le partenariat, la propriété intellectuelle, l'intelligence stratégique, ce qui explique qu'on ait des normes de la série 16555-1 à -7. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en se rapprochant dans le temps, on en est aujourd'hui à des documents qui sont passés au stade ISO, au niveau international. Alors, avec des groupes de travail là, qui mélangent les cultures de tous les continents, avec des regards riches et croisés, hein, l'innovation à la japonaise confrontée à l'innovation au Chili, en Amérique latine. Et là, on a vraiment, suite à ces travaux internationaux, vous voyez qu'on est devant une bibliothèque de normes qui ont été reprises, donc suite aux travaux internationaux ISO. Elles sont publiées maintenant en tant que normes françaises, européennes et ISO. Et c'est la série des 56 000, et toujours cette même logique dans de normes. Alors, la 56 000, c'est les principes essentiels et le vocabulaire sur le management de l'innovation. La 2, elle est très importante, la 56 002, elle nous décrit ce qu'est un système de management de l'innovation. La 3, elle est sur le partenariat et l'innovation. La 5, sur la propriété intellectuelle. La 6, sur l'intelligence économique et l'innovation. Et en 2023, donc sur l'année qui vient de se terminer, on a eu la suite de la série qui est passée, qui a été soumise à enquête publique. Et alors, la 7, c'est sur le management des idées. La 8, c'est sur la mesure des résultats de l'innovation. Et la 1. Alors, la 1, pour ceux qui, dans l'assistance ce soir, ont déjà un petit peu pratiqué les normes, à l'instar de l'ISO 9001 ou de la 14001, la 1, ce sont les exigences. Donc, c'est le référentiel pour une éventuelle certification d'un système de management de l'innovation selon ce référentiel. Alors, ce n'est pas l'objet de mon propos ce soir. Je n'utilise pas, je ne vais pas vous commenter la substantifique moelle de ces normes dans un objectif de certification, mais bien de se dire que, puis c'est prématuré, hein, on n'est encore pas là, elle n'est pas aboutie, etc. Mais son texte, l'enquête publique est terminée. Moi, j'ai eu le texte soumis à l'enquête publique, donc on peut quand même déjà euh, s'inspirer de ce qui est à l'intérieur, de le voir vraiment comme un guide de bonnes pratiques et en dégager d'éventuels axes de travail, chacun chez vous, dans vos entreprises, selon là où vous en êtes dans la structuration de la démarche d'innovation, selon vos ambitions, selon vos moyens, peut-être venir y prendre quelques idées pour améliorer vos organisations en interne, en partant de là où vous en êtes. Alors, justement, c'est quoi les grands principes d'un bon management de l'innovation? Et là, je vous fais un extrait hein, de choses qui sont contenues dans cette norme. Alors là, elle est bien établie, hein, elle est publiée, elle a son statut de norme NFEN ISO 56 000. Et dans cette 56 000, moi, j'en retiens tout un chapitre qui nous pose 8 principes.
8 principes qui sont les bases d'un management de l'innovation efficace. Et je vais vous les commenter les uns après les autres. Et vous allez voir que ça nous donne des grandes directions. Ça peut vous faire germer en vous des idées pour gagner en efficacité dans votre organisation actuelle. Le premier nous rappelle ce que je vous ai donné comme définition de l'innovation, hein, en l'opposant à l'invention qui ne crée pas de valeur. L'innovation, elle est là pour créer de la valeur. Donc, lien entre l'innovation et la création de valeur, posez-vous des questions. Est-ce que vous avez réfléchi à quel type et quel degré de valeur vous voulez créer, vous recherchez pour votre entreprise au travers de vos démarches d'innovation? Est-ce qu'elle est essentiellement financière et à quel niveau et à quelle échéance? Est-ce qu'elle est aussi en termes d'image, de réputation, de croissance durable, et cetera? À vous de le définir. Est-ce que vous l'avez défini? Déjà, je vous interpelle à ce niveau-là. Est-ce que vous avez défini quel type et quel niveau de création de valeur vous attendez de vos démarches d'innovation? Si c'est fait, tant mieux. Si c'est pas fait, est-ce que c'est une question pertinente? On nous dit dirigeants tournés vers l'avenir. C'est un grand principe. Et de retour d'expérience, je pense que, comme beaucoup d'autres d'ailleurs démarches de management, si les dirigeants que vous êtes, vous ne donnez pas le là, si même indépendamment de la volonté, si vous ne donnez pas une forme d'exemplarité, d'adhésion, mais d'exemplarité sur ces démarches d'innovation, eh bien quelque part, vous allez perdre, en efficacité. Et là, j'ai dans mes petites notes là, une expression qui est vraiment dans cette norme 56 000. Elle nous dit que la direction, elle doit être capable de ou elle montre une posture qui est de remettre en cause les statu quo. Et ça veut dire beaucoup de choses, parce que, manager une démarche d'innovation, c'est être prêt au changement, à voir les choses autrement, c'est accompagner ce changement, donc prêt à remettre en cause les statu quo. Donc en tant que dirigeant, est-ce que ça vous ressemble si vous êtes dirigeant ou est-ce que ça ressemble à vos dirigeants? Troisième grand principe, orientation stratégique. Est-ce que, l'innovation, c'est vraiment la stratégie de l'entreprise? Et est-ce que vous avez défini une stratégie d'innovation en lui affectant des ressources? Donc, avoir une stratégie d'innovation, vous pouvez l'appeler feuille de route, c'est pas gênant. Le vocabulaire, vous prenez celui qui vous avez l'habitude d'utiliser dans votre entreprise. Donc je sais qu'on utilise beaucoup le terme feuille de route en entreprise. Est-ce que, indépendamment de un, 2, 3 projets, voilà, plus ou moins avancés, vous avez une feuille de route et vous savez ce vers quoi vous voulez aller, ce que ça demande comme étape dans votre, pour faire fonctionner, pour atteindre, hein, ces objectifs. Donc une orientation stratégique, donc une stratégie d'innovation définie. Quatrième principe, la culture favorable à l'innovation. Alors, moi, j'aime bien utiliser le terme terreau plus que le mot culture. Demandez-vous dans votre entreprise s'il y a un terreau de qualité, un terreau approprié pour faire germer des innovations. Pas seulement les faire germer, les faire pousser et les amener à maturité. Et les amener à maturité jusqu'à le lancement commercial. Donc, cette culture, elle existe plus ou moins. Comment la renforcer? Cinquième grand principe, disposer d'idées exploitables. Donc des idées, la fameuse boîte à idées, c'est une chose, mais d'idées, on nous dit des idées exploitables. Donc ça nous renvoie vers une vraie analyse des marchés dans la stratégie de l'innovation, hein. C'est ce fameux gouffre de Moore, hein, de tout à l'heure. Il nous faut des idées exploitables dans l'entreprise pour devenir, des concepts, puis des projets et cetera, mais qui rencontrent leur marché.
Ensuite, vient cette notion de gestion de l'incertitude, gestion du risque, autrement dit. Je pense que vous l'utilisez plutôt ce terme, hein, dans les entreprises. Alors, l'innovation, il y a des opportunités à saisir, mais il y a toujours des prises de risques et c'est cet équilibre, est-ce qu'on est prêt à jouer sur cet équilibre très instable, à prendre des risques, à avoir prévu des parades? Dernier principe, l'adaptabilité. Donc vous voyez, la norme, elle n'est pas un carcan, elle nous propose, hein, des choses et elle nous dit qu'il faut rester agile, qu'il faut garder de la souplesse. Donc manage l'innovation, on va parler après de processus, on parle déjà beaucoup d'organisation. Derrière, je pense que c'est la traduction française, hein, tout simplement, du terme management, hein, l'organisation. Derrière organisation, on sent un peu toujours un peu, c'est un terme qui a une connotation un peu de lourdeur, hein, et plutôt de passivité, de stabilité. En même temps, vous voyez, cette norme sur ces documents de référence sur le management de l'innovation, ils nous disent qu'il faut prévoir une organisation qui reste souple, adaptable, agile, réactive, parce que c'est l'essence même de l'innovation. Et je vous avais dit dernier, mais c'était l'avant-dernier. Le dernier, c'est que, on nous propose de vérifier que l'on est bien dans une approche systémique, qu'on va reboucler en permanence, qu'on est dans un système interconnecté avec les autres fonctions de l'entreprise, qui boucle en permanence parce qu'une amélioration, une innovation va en générer une autre et puis on sait bien que, si on veut, continuer à faire de la marge, bien souvent, dans les entreprises, c'est quand même sur les innovations que l'on peut espérer, je dis pas que c'est gagné à tous les coups, mais qu'on peut, tant qu'on est les seuls à proposer quelque chose, hein, c'est quand même là où on peut espérer, avoir le meilleur, dégager le plus de marge. Après, c'est pas si simple que ça, j'en ai tout à fait conscience. Mais en tout cas, on vous propose de vous inscrire dans une démarche, vraiment, systémique, donc permanente. Alors maintenant que vous avez, si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours intéressé par mon propos, vous avez les huit principes sous les yeux. Ah, un instant avant de passer au slide suivant, je vous invite, regardez-les encore, les 8 et dans vos entreprises, où est-ce que vous dites: «Bah, là, c'est bon»? Est-ce qu'il y a des points faibles qui mériteraient davantage d'attention? Où vous pouvez entrevoir, des solutions pour vous améliorer, sans révolutionner l'entreprise, des solutions faciles à mettre en œuvre. Donc, ben, à vous de jouer la bonne partition, hein, sur la base de ces huit principes pour envisager une meilleure appropriation dans vos entreprises. Alors, au-delà de ces 8 principes, je vais m'arrêter là, je vous fais un melting pot, enfin une synthèse plutôt des 2 normes essentielles, la 56 002 sur l'organisation du système, de management de l'innovation et le projet, hein. Donc c'est un document qui n'est pas encore définitif, hein, sur, les exigences du système de management de l'innovation. Mais au-delà des grands principes, et vous avez bien retenu, que mon propos ce soir, c'est de vous donner une checklist d'éléments pertinents et que ça vous interpelle pour aller de l'avant dans vos organisations. Je vais là, vous lister des points clés qui ressortent de ces documents dans la démarche. Le point de départ, et on l'a déjà retrouvé un peu dans les principes, c'est une volonté stratégique, une politique d'innovation. Donc, vous définissez, indépendamment de la stratégie globale de l'entreprise, vous définissez le cadre de votre management de l'innovation. Ce n'est pas juste vos projets d'innovation qui sont engagés aujourd'hui, c'est par l'innovation, vous voulez atteindre quoi? Et vous définissez ce cadre et ce qui est important, c'est juste que ça soit moi je vous dis pas qu'il faut en écrire 50 pages, mais il faut avoir des choses claires
qui soit connu dans l'entreprise et ça, c'est important, connu des personnes, qui seront impliquées dans l'entreprise. Votre stratégie, d'innovation, on vous propose qu'elle soit fondée sur, la bonne connaissance de vos marchés, une bonne compréhension du jeu de vos compétiteurs, des évolutions des technologies, de tout ce qui va influencer sur votre politique, et votre stratégie d'innovation. Donc, est-ce qu'en interne, vous êtes suffisamment structuré pour bien comprendre cet écosystème dans lequel vous allez évoluer, sachant que vos innovations vont peut-être vous faire changer un petit peu par rapport, à votre écosystème actuel? Si vous envisagez d'aller sur de nouveaux marchés, donc d'avoir face à vous de nouveaux compétiteurs ou de faire des développements de technologies innovantes, ça va vous amener à changer aussi un peu d'environnement global de l'entreprise. Est-ce que vous êtes sûr d'être suffisamment bien informé? Est-ce que vous avez mis en place, une organisation suffisante pour avoir cette bonne compréhension? On nous parle de détection d'opportunités et on nous invite là, au-delà, de votre organisation commerciale, d'avoir des actions de veille, d'études marketing, de savoir aller détecter des opportunités qui seront les opportunités dans le jargon là qui est utilisé. En fait, c'est vos idées de prochaines innovations à lancer. Donc, la compréhension générale et être capable tous dans l'entreprise, hein, je vous avais dit que ce serait mon fil rouge ce soir, hein. Le management de l'innovation, c'est pas que le bureau d'études, c'est toute l'entreprise qui est innovante et c'est toute l'entreprise qui a des oreilles, et des yeux ouverts sur ce qui bouge. Donc, est-ce que là, vous êtes suffisamment riche, pertinent dans votre, détection d'opportunités? Ensuite, ces 2 référentiels pointent cette notion que je vous ai déjà qui était déjà dans les principes de la culture de l'innovation et on insiste beaucoup sur, la capacité à gérer les risques liés à l'innovation et la gestion des risques, moi, de ce que j'ai pu observer en entreprise, on le regarde souvent au niveau du risque des risques liés aux technologies. Est-ce qu'on va atteindre les performances techniques qu'on s'est fixées au cahier des charges de notre innovation? Donc les risques techniques, c'est une chose, mais on nous incite aussi à aller voir d'autres types de risques. Les risques marketing, les risques organisationnels, les risques environnementaux, le risque financier, bien sûr. Donc, la culture, enfin la mesure du risque, posez-vous la question dans vos entreprises. Est-ce que vous les identifiez suffisamment les risques? Est-ce que vous les anticipez? Est-ce que vous avez prévu comment leur faire face? Est-ce que vous le faites à plusieurs ou c'est une seule personne qui le fait? Est-ce que vous le faites, à plusieurs moments du développement dans votre processus de développement des innovations? Parce que c'est peut-être, pertinent de les passer en revue, plusieurs fois ces risques. Donc posez-vous des questions sur, cette, analyse des risques et évolution de la culture de l'innovation. Ah, la notion de portefeuille. Portefeuille d'innovation. Ça induit, quand on est quand même dans un management structuré d'innovation, ça induit quoi? Ça induit de dresser un inventaire des innovations, au moins des innovations récentes, celles qui sont en cours, celles qui sont dans le pipe et d'en faire un suivi. Et je profite de cette notion de portefeuille d'innovation pour parler aussi un petit peu de propriété intellectuelle. Parce que est-ce que vous avez connaissance, est-ce que quelqu'un a une bonne vision sur ce qui a été déposé ou pas déposé en tant que brevet, peut-être aussi dessin et modèle? Est-ce que on suit bien l'étendue et la validité des protections? Est-ce qu'on cherche bien à valoriser tous les brevets? Est-ce que vous les exploitez directement ou pas?
Donc tout ça, ça va dans cette, notion de portefeuille et de gestion de portefeuille d'innovation. Ensuite, on va retrouver, pour ceux d'entre vous qui connaissent, et qui pratiquaient d'autres normes de management, on va retrouver les mêmes items que dans les autres normes, de management. Donc, bien évidemment, on définit les rôles, l'animateur, le chef d'orchestre, mais aussi, toutes les responsabilités, nécessaires à faire, fonctionner l'innovation. On va planifier nos actions et se fixer des objectifs. On va définir les ressources dont on a besoin et vérifier qu'elles soient disponibles. Un volet sur la communication, aussi bien en interne, pour favoriser la culture d'innovation, pour faire comprendre la stratégie. Donc, la communication, elle est en lien avec plusieurs autres éléments du management de l'innovation. Communication interne et communication externe. Et quand on parle d'innovation, il y a un point qu'il faut souligner, c'est la confidentialité. Est-ce que vous avez défini des règles sur la confidentialité, la gestion de la confidentialité liée aux innovations dans l'entreprise, même en interne, hein, et en externe, dans les 2 cas? Enfin, comme, tout système de management. Ouh! Excusez-moi, ma souris a pris la marche arrière. Ah, alors là, je suis interpellée, qu'est-ce qui se passe? Je vais repartir. La communication, est comme tout système de management, et bien s'assurer effectivement, qu'il fonctionne bien et que, on est dans une logique d'amélioration de notre dispositif, mais c'est pas là le cœur de mon propos ce soir. Alors, vous avez sous les yeux toute une couronne là en périphérie pour que ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on met là au cœur? Qu'est-ce qu'on met au cœur du management de l'innovation? Le processus. Qu'est-ce que nous disent ces référentiels? Ils nous disent que l'élément déclencheur, le point de départ, c'est l'intention, la volonté d'innover, et que l'élément de sortie, c'est notre création de valeur. On en a déjà beaucoup parlé. Première étape, on a alors il y a un des textes qui parle d'initiative. Appelez-les les idées, vos avant-projets, vous avez identifié des opportunités. C Ce sur quoi je veux insister, c'est sur la notion de création de concept et de validation de concept. Parce que, mon retour d'expérience, hein, d'avoir vu comment on fonctionne notamment dans les PME, c'est qu'on passe très souvent de l'idée, hop, au développement, au saut à pieds joints par-dessus l'étape de concept. Et on va, par rapport à l'idée ou un besoin, une demande de client, hop, le bureau d'études, une idée, et on pousse cette idée. Et j'allais dire que là, vous pensez gagner du temps, mais peut-être que vous faites des erreurs. Parce que, alors je viens pas donner des leçons, hein, c'est surtout un retour d'expérience que je vous fais. Mais cette notion de concept, alors je dis pas qu'il faut, on y passe le temps qu'il est bon d'y passer, mais au moins se poser la question, le stade du concept, c'est quand même s'ouvrir la réflexion. Vous balayez le champ des solutions possibles, et c'est prendre le temps d'investiguer différentes voies, et c'est peut-être souvent quand on chante ces étapes, qu'on se retrouve plus tard coincé dans le fameux gouffre de Moore, hein. Pour ceux qui m'ont écouté pendant, toute mon intervention, le gouffre de Moore, souvenez-vous, c'est quand on n'arrive pas à décoller sur le marché, et c'est que, bah, ça fonctionne peut-être très, très bien techniquement, notre développement, il était super bon, mais peut-être qu'on n'a pas assez challengé toutes nos idées, au niveau du concept, et que l'on n'a pas suffisamment défini, les attentes, du client, et que l'on ne s'est pas suffisamment parlé entre le marketing et les fonctions techniques. Donc vous, puisque c'est vous qui mettrez tout cela en musique, vous passerez le temps que vous voudrez, qui vous semblera bon sur ces phases de concept. Moi, j'attire juste votre attention. Ne passez pas de l'idée au développement.
laissez-vous interpeller, balayez le champ des possibles avant de passer dans une solution que vous allez développer puis, déployer. Donc vous avez eu le temps d'avoir ce slide sous les yeux, de vous demander s'il y avait des choses pertinentes et qui parlaient, qui faisaient écho avec votre situation dans votre entreprise. Mon dernier slide, je vois que je m'approche de l'heure de fin. Le dernier slide d'apport, hein, extrait de ces référentiels, c'est que, le management de l'innovation, c'est vraiment, j'allais dire, une matière à part entière, hein, un métier, une discipline, une organisation à avoir, mais qu'elle ne trouve toute sa pertinence que si vous appuyez aussi sur, des démarches connexes. Et quelles sont-elles, ces démarches connexes? Le développement durable, je vous le disais tout à l'heure, et là je vais juste vous faire un retour d'expérience. Aujourd'hui, le développement durable, vous l'intégrez quasiment dans tous vos cahiers des charges de développement. Ça n Je suis vraiment pas inquiète, je pense que vous ne l'oublierez pas. Deuxième outil ou levier, que l'on associe au management de l'innovation, la créativité. Ça, vous l'utilisez pratiquement toujours dans les entreprises, même les plus petites, hein, quels que soient vos secteurs d'activité. Je me permettais juste une recommandation ou plutôt une question, je vous interpelle. Est-ce que quand vous faites une réunion de brainstorming, vous invitez autour de la table des personnes qui ont des fonctions et des profils différents dans vos entreprises? Voilà, je ferme mon point d'interrogation, la réponse vous appartient. Troisième élément, la propriété intellectuelle. Donc la propriété intellectuelle, mon constat, c'est que vous y pensez pratiquement toujours, parfois un peu trop tard. Donc recommandation, pensez à la propriété intellectuelle, introduisez-la si vous faites un peu une checklist de votre processus d'innovation, introduisez-la un petit peu à toutes les étapes parce que vous aurez des questions différentes à vous poser en termes de propriété intellectuelle. Quatrième levier, au management de l'innovation, le partenariat. Alors là, mes constats sont multiples et je rencontre des entreprises qui sont très ouvertes, très organisées, impliquées dans des projets collaboratifs et à l'opposé des entreprises qui ne le sont pas du tout. Et dans celles qui ne le sont pas du tout, je vais ouvrir 2 catégories. Bah, il y a le chat échaudé qui craint l'eau froide, parce que dans certaines entreprises, on l'a fait et ça s'est très mal passé, alors on est très prudent. Mais souvent, je rencontre des entreprises qui, ne s'engagent pas dans des partenariats, faute d'avoir identifié des partenaires compétents, et de s'être posé suffisamment tôt les bonnes questions et d'avoir engagé suffisamment de recherches. Et j'insiste un peu sur cette notion de partenariat parce que parfois, à vouloir faire tout seul, alors que ça peut être une position stratégique, justifiée. On veut garder notre cœur de métier et là, parfait, j'ai aucune remarque. Mais là où on n'est pas dans notre cœur de métier, parfois ne pas s'être appuyé sur un partenaire externe, ça va faire qu'on va arriver trop tard sur le marché ou d'autres types d'écueils. Donc, posez-vous la question sur l'intérêt de travailler à plusieurs et peut-être de faire des efforts, pour trouver les bons partenaires. Dernier constat, l'intelligence économique. Là, alors, pour ceux quelques-uns d'entre vous qui participent me connaissent, c'est un peu, c'est quand même, mon pilier, l'intelligence économique. Là, j'ai un regard un peu critique quand même sur ce qui se passe dans les entreprises parce que bien souvent, avant de lancer vos projets, donc, on en est au stade de l'idée, mais, tout au long du processus, et avant de mettre sur le marché, on ne s'est pas suffisamment renseigné et ça va nous amener, on n'a pas passé de temps au départ, mais ça nous amène à en perdre parce que ça va nous amener à faire des ajustements, à modifier, à faire des recalages et ça aurait peut-être pu être évité si on s'était au lancement du processus d'innovation, si on s'était suffisamment informé, que ce soit selon les projets, sur les technologies, sur les projets de réglementation, sur la concurrence et cetera. Donc attention parce que
un petit peu faire un peu l'impasse là, c'est peut-être aussi, je vous renvoie peut-être à ce fameux gouffre de mots. Donc là encore, à vous de voir. Est-ce que, il y a des sujets là qui vous interpellent et sur lesquels vous vous dites: «On pourrait peut-être, s'améliorer, on pourrait trouver un intérêt?» En forme de conclusion, avoir, une stratégie forte d'innovation, bah, c'est tout d'abord, une dynamique dans laquelle tous les collaborateurs trouvent leur place. Donc, moi j'aime bien utiliser le terme d'entreprise innovante, hein. C'est l'entreprise globalement qui s'engage dans l'innovation. C'est une dynamique qui s'inscrit clairement dans la stratégie de l'entreprise, qui s'appuie sur une culture où on a appris, où on apprend, où on accepte certains risques liés à l'innovation. C'est une culture, une organisation où tous dans l'entreprise, on est curieux de ce qui bouge, on a une certaine agilité, mais on est, très réactif et bien, comme on est curieux, réactif, on a un réservoir d'idées qui est régulièrement alimenté et on n'est jamais à court de projets pour, pas pour demain, mais pour aussi, pour après-demain et de projets qui font sens, qui sont cohérents avec, la stratégie d'innovation de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'avoir un gros réservoir d'idées qui ne font pas sens. Si, mes propos vous ont interpellé et que vous ayez envie d'aller plus loin, je me permets de vous indiquer que nous avons développé un format d'intervention en entreprise sur une journée, une journée en intra-entreprise, un atelier de travail, de réflexion, j'allais dire «d'interpellation» entre guillemets, où on propose d'avoir autour de la table l'équipe dirigeante, le dirigeant et son encadrement. Et pendant cette journée, l'objectif, c'est vraiment de renforcer la culture de l'innovation. C'est de partager une vision de l'innovation entre toutes les fonctions, y compris les RH, y compris les achats, y compris s'il y a une direction, je ne sais pas, si vous avez un responsable juridique, ben, il a aussi sa place autour de la table ce jour-là. C'est de se poser des questions sur sur votre organisation actuelle au travers, ben, de tout ce qu'on trouve dans ces référentiels. C'est pour ça que vous avez, sous les yeux, au milieu du slide, le terme pré-diagnostic. Mais j'insiste sur le fait que les retombées de ces journées, c'est surtout consolider la culture de l'innovation et en avoir une vision partagée entre tous les membres de l'encadrement de l'entreprise. Ça s'adresse aussi bien aux PME qu'aux filiales, de groupes, et ben, vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'imposer un modèle, mais plutôt de s'appuyer sur un référentiel de bonnes pratiques, de voir ce qu'il est pertinent de garder dans votre entreprise, aujourd'hui, de se mettre, en pense-bête comme levier d'amélioration, pour demain. Et maintenant, je m'en vais, arrêter la projection, le partage d'écran qui est là et mmh, être disponible pour répondre à vos questions en en vous disant de ne pas oublier de rouvrir, vos micros. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à tout le webinaire et n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Je ne sais pas si dans la file des discussions, quelqu'un a noté quelque chose. A priori, non. Mais n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.